Bonsoir Patrick Charlier, vous êtes le Bonsoir. co-directeur d'UNIA. On va parler de votre bilan 2017. En chiffres tout d'abord, c'est un effet du hasard, mais en 2017, vous avez ouvert 2017 dossiers. Oui, c'est le hasard, pour c'est comme des ça. dossiers Le d'effets mystère de des discrimination potentielle. C'est 5,8% de plus qu'en 2016. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a de plus en plus de discrimination potentielle, ou alors c'est parce que vous êtes plus connu et qu'on porte plus plainte? Je pense que c'est parce qu'on est plus connu. On a peut-être fait un effort au niveau de notre notoriété. Il y a peut-être aussi une prise de conscience de la part de la population que la discrimination est interdite et sanctionnée. On constate dans certains secteurs que suite à des condamnations médiatisées, les gens se rendent compte que il y a des comportements qui sont discriminatoires. Je ne le savais pas. C'est par exemple le cas en matière d'âge et d'emploi. On a eu une condamnation qui a été fort médiatisée et à la suite de quoi des personnes nous ont appelés, nous ont dit « je ne savais pas que moi-même j'avais été victime de discrimination ». Donc il y a cette prise de conscience des législations et probablement une meilleure connaissance de notre institution. Alors on va voir encore quelques chiffres sur les discriminations potentielles, les secteurs où elles sont le plus nombreuses. Mais c'est dans le domaine de l'emploi et du travail. 572 dossiers ouverts, 471 dossiers concernent les biens et services. On parle de logement par exemple, de mobilité, ou, de mobilité, de services financiers aussi. Et puis il y a 326 dossiers liés aux médias et Internet. Mais le domaine de l'emploi, ça reste la source potentielle la plus grande de discrimination. Oui, et ça de manière marquante pour 2017. C'est effectivement une réalité. Et quand on parle d'emploi, c'est des discriminations à l'embauche, au moment des candidatures, des gens qui sont écartés, qui ne sont pas retenus, écartés sur CV, liés à leur âge, liés à leur origine, des choses de ce ordre-là. Je vais citer un chiffre encore, et puis j'arrêterai. Sur 5 ans pour l'emploi, l'augmentation est de 71,3% du nombre de dossiers que vous traitez. C'est vraiment énorme. C'est énorme. C'est une augmentation énorme. On a, il faut dire que sur 5 ans, l'ensemble de notre dossier a augmenté de 50%, tous critères confondus. Et donc, on fait face effectivement à cet afflux important de dossiers, de personnes qui viennent nous voir, que ce soit de la discrimination, mais c'est aussi des discours et des délits de haine. Si on parle de l'emploi, il y a eu une condamnation l'année passée qui est marquante parce qu'elle touche aussi le critère racial. Je trouve difficile à imaginer qu'en 2017, quelqu'un qui travaille comme boucher dans une grande surface, qui est noir, les clients disent au patron « je ne veux pas qu'une personne noire me serve de la viande » et le patron le licencie parce que les clients ne veulent pas être servis par quelqu'un qui est noir. On est dans la discrimination raciale pure et dure. Le patron a assumé, mais la grande surface a été condamnée pour discrimination raciale. Oui, alors justement, parmi les critères qui font qu'on vient vers vous, il y a, c'est encore quelques chiffres. Non, ça, ce n'est pas le bon tableau, mais les critères 782 par contre, dossiers liés aux critères raciaux, 516 dossiers liés au handicap et 319 aux convictions, dossiers liés aux convictions religieuses et philosophiques. Voilà pour ces chiffres. Alors les critères raciaux, ça reste effectivement en tête de liste. Il reste en tête de liste et ça c'est constant depuis 10 ans. Nous sommes compétents pour les critères non raciaux, handicap, etc. depuis 2003, mais depuis toujours nous sommes saisis de dossiers liés aux critères raciaux. Il reste en tête avec une augmentation encore en 2017. Ça veut dire que derrière ça reste un problème de discrimination lié à l'origine, lié à la couleur de la peau, lié aussi à l'ascendance, c'est l'antisémitisme qui est là derrière, ça tombe dans les critères raciaux également, et donc c'est malheureusement une réalité auquel on est confronté au jour d'aujourd'hui. Maintenant, on essaie de prendre des mesures, de réagir, d'entamer des procédures, de trouver des solutions, mais ça reste une réalité malheureusement. Oui, et la faute à qui? La faute à quoi? Une société où les relations sont toujours très tendues. Les relations sont tendues, sont polarisées, mais il y a aussi le fait que, en matière de discrimination raciale notamment, il y a beaucoup de discriminations qui sont inconscientes, qui sont involontaires. On voit ça dans les publications qu'on fait comme le monitoring socio-économique qui donne une photographie de la position des personnes sur le marché de l'emploi en fonction de leur origine. Et d'année en année, il y a un retard. Et là, on n'est pas dans la discrimination individuelle, mais c'est notre organisation de la société qui n'est pas suffisamment ouverte
ouverte à la diversité et qui font qu'on reproduit les inégalités d'année en année, liées à des mécanismes qui sont inconscients. Parfois, c'est de recruter des personnes dans son cercle le plus proche, mais si soi-même on est dans un environnement qui n'est pas diversifié, ça ne va pas favoriser la diversité. Et ce qu'il y a, c'est que le monitoring socio-économique montre aussi qu'à compétences égales, à formation égale, à diplôme égal, l'origine joue encore un rôle. Oui, mais ça, c'est un constat que vous posez depuis des années, qui ne s'arrange pas. On a l'impression aujourd'hui que la parole, une certaine parole raciste se libère. La responsabilité, vous l'incombez à qui ? Alors, il y a plusieurs volets. Il y a d'abord la responsabilité quand on dit que la parole se libère. C'est vrai qu'il y a certains leaders d'opinion, responsables, etc., qui usent de la transgression pour dire une parole vraie et qui sont... Donc des responsables politiques, vous voulez politiques dire. Notamment. Hein, on connaît des gens qui tweetent plus vite que leur ombre et qui ont tendance à mettre... Donc là, vous pensez à Theo Franken, je pense à Theo Franken, ouais. par exemple. Un petit détail sur Theo Franken, je trouve que ça mérite d'être rappelé, c'est que, alors que lui-même propose de contourner la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour, qui dit le droit, il demande dans le même temps, il essaye de faire passer un document pour que les étrangers qui viennent s'installer en Belgique signent un document respectant les droits fondamentaux, respectant les droits humains. Et donc je trouve que c'est paradoxal, il y a quelque chose... Et donc pour vous, la responsabilité politique, elle est clairement établie dans... C'est pas exclusivement ça. Il y a le fait aussi que les réseaux sociaux, on est dans l'instantanéité. On ne tourne pas cette fois son pouce avant de tweeter. Et donc, dans l'instantanéité, on n'a plus le filtre qu'on pouvait avoir auparavant de réfléchir, de se dire, tiens, oui, peut-être que là, je vais dire une connerie, peut-être que je vais dire une bêtise, Et donc, dans cette instantanéité, ça renvoie vers des préjugés, les premiers qui existent en chacun d'entre nous. Oui, et donc... Est-ce que ça suffit de faire ce constat ? Puisque vous le dites, on ne va pas souvent au procès, c'est pas dans notre ADN, on préfère la conciliation. Est-ce que parfois il ne faudrait pas plus de procédures en justice ? Alors on en fait. On va en justice dans les cas les plus emblématiques ou pour faire évoluer la jurisprudence. Maintenant, le cadre légal est en train de bouger et singulièrement à Bruxelles, puisque en 2017, une ordonnance a été adoptée permettant à l'inspection du travail de faire des tests de situation. C'est un outil complémentaire qui permettra, on l'espère, pas tellement de sanctionner des employeurs qui discriminent, mais de pousser à une harmonisation des pratiques, à une autorégulation, parce que si l'inspection peut faire, si la menace du gendarme est là, on peut espérer, et des expériences à Gand ont montré que c'était le cas, quand on annonce et quand on fait des tests de situation, il y a une autorégulation plus naturelle qui se met en place. Oui, et donc Bruxelles qui entend aussi mettre en place des tests, tester les employeurs, c'est une mesure qui, selon vous, doit être étendue ? Alors oui, il y a d'ailleurs un projet qui vise éventuellement à tester aussi les propriétaires en matière de logement. Et donc c'est dans l'arsenal des mesures pour lutter contre les discriminations, pour favoriser l'inclusion, c'est un outil parmi d'autres. Il y en a un autre, c'est la mise en place d'actions positives, par exemple, pour les personnes en situation de handicap, pour des personnes liées à l'origine, pour les discriminations sur base de l'âge, de permettre de réduire l'inégalité pour un groupe déterminé. Ça se fait depuis des années en matière de genre, par exemple, pour favoriser la participation des femmes dans le monde politique, dans le monde de l'entreprise, etc. On peut l'étendre à d'autres groupes. Alors, dernière question, est-ce que vous êtes optimiste ou pas ? Je suis optimiste et je suis réaliste en même temps. Je pense quand on regarde en arrière, je ne suis pas à dire que la société était meilleure il y a 15, 20 ou 25 ans. Et je pense qu'il y a des choses qui évoluent, il y a des glissements qui se font. Je suis optimiste dans le sens où, effectivement, l'idée d'égalité, l'idée de non-discrimination est là. Elle est parfois contestée, et donc là, il faut être vigilant et attentif à la maintenir et de l'inscrire dans les droits fondamentaux. Mais plutôt que de l'optimisme, je voudrais être réaliste. Je ne crois pas qu'on va être dans une société avec un grand soir où tout d'un coup, il n'y aura plus aucune discrimination. Je n'y crois pas. Et donc ça, c'est plutôt un côté réaliste qu'optimiste. Merci en tout cas pour toutes ces explications.